Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons donc commencer ce débat, cette sixième étape dans le Conference Tour organisé, je crois, depuis la mi-mars 2018 par l'AGFIP en partenariat avec le journal Le Monde. Avant de commencer à proprement parler le débat, voilà, je vais laisser la place aux représentants de l'AGFIP qui vont nous dire quelques mots introductifs. Bonjour à tous, monsieur l'adjoint au maire, merci d'être présent avec nous ce matin. Merci à vous tous d'être présents d'ailleurs. Nous voilà réunis, professionnels de l'emploi et du handicap, entreprises, personnes handicapées, acteurs politiques et puis même citoyens finalement ici aujourd'hui pour cette sixième étape, comme ça a été dit par Madame Borde, de notre conférence tour. Nous souhaitons faire le tour de toutes les régions. Nous avons été à Paris, à Strasbourg, à Rouen, à Lille, même à Fort-de-France. Et nous sommes aujourd'hui à Bordeaux, nous serons à Aix le mois prochain d'ailleurs, et nous continuerons sur l'année 2019 à notre tour de France en quelque sorte pour faire toutes les régions, puisque le sujet du handicap et de l'emploi est d'abord un sujet local, territorial, et qu'il convient de mobiliser tous les acteurs sur les territoires et toutes les bonnes énergies pour trouver les solutions de demain. Donc je vous remercie à nouveau pour votre présence à tous, en nombre. Merci à nos 5 invités d'horizons très divers d'ailleurs, et ils vous seront présentés juste après, donc je ne vais pas le faire, et qui ont accepté d'intervenir aujourd'hui. Et évidemment, merci au Monde et à Florence Borde de nous accompagner et d'animer cette table aujourd'hui. Alors, au moment où le gouvernement porte de fortes ambitions sur l'insertion des travailleurs handicapés, ou réforme l'obligation d'emploi avec une mise en œuvre en 2020-2021, réforme la formation professionnelle aussi, l'apprentissage avec des dispositions spécifiques pour les personnes en situation de handicap pour porter plus haut l'emploi et l'apprentissage, notamment des personnes handicapées demain, a engagé aussi une concertation pour améliorer l'offre de services aux personnes et aux entreprises, où s'ouvre aussi d'ailleurs une concertation sur la santé au travail, qui est aussi au cœur du sujet, et affiche d'ailleurs la volonté d'embarquer toutes les entreprises et tous les acteurs dans ce défi sociétal qui est l'inclusion des personnes handicapées dans l'emploi et dans le travail. Nous vous proposons d'échanger, de témoigner, d'apporter des angles de vue différents, nouveaux, des réflexions nouvelles qui permettent justement de construire cette société qu'on veut tous plus inclusive, où chacun aura la possibilité de développer son projet, de conserver son emploi, d'avoir des évolutions professionnelles et finalement d'être complètement dans cette société que l'on cherche, où l'emploi en fait clairement partie. Il est important d'ailleurs, on l'a encore vu dans un sondage sur le IFOP qu'on a révélé hier, de l'importance des regards sur les personnes, et c'est un élément essentiel aussi pour justement une meilleure inclusion des personnes, et c'est finalement aussi ce dont on peut parler et témoigner aujourd'hui. Alors on a d'ailleurs publié un recueil de 10 contributions pour une meilleure inclusion professionnelle des personnes handicapées, recueil qui vous a été donné. Nous avons, dans le cadre de ce recueil, donné la parole à des personnalités qui n'ont pas forcément l'habitude d'intervenir sur ce sujet. Et c'est ce que l'on souhaite faire, c'est de se dire aussi, donnons la parole à tous. C'est comme ça qu'on trouvera des nouvelles solutions. Leur témoignage, leur expérience et l'approche qu'elles nous livrent apportent des éclairages nouveaux et qui me paraissent importants et très inspirants pour nous tous. Ce recueil sert d'ailleurs de départ à chaque fois, finalement, à ces rencontres dans toutes les régions. Alors, l'AGFIP est évidemment très mobilisée sur ces sujets, souhaite accompagner toutes les entreprises à s'ouvrir à l'emploi, à les aider, à les appuyer, à trouver des solutions avec l'ensemble de l'écosystème. Je pense aussi au Cap Emploi, qui sont aussi d'ailleurs présents aujourd'hui, à Pôle Emploi et à tous les acteurs qui peuvent contribuer à cette insertion. Avec des conseils et des accompagnements qui sont nécessaires. Nous développons des partenariats dans un certain nombre de domaines pour pousser
de travailler avec des partenariats, avec des acteurs nouveaux, c'est aussi important. Et nous sommes d'ailleurs aussi sollicités fortement par l'État pour apporter toute notre expertise et de contribuer à cette... Je reprendrai juste un élément récent que dans cette semaine pour l'emploi des personnes handicapées, dans lequel nous sommes en ce moment, où on parle beaucoup de handicap. La ministre a évoqué le besoin de faire en sorte que, au moins déjà, toutes les entreprises de plus de 20 qui n'ont aucune action rentrent dans la danse, en quelque sorte, dans cette danse forte et intéressante. Eh bien oui, nous répondrons présent et nous chercherons à répondre présent pour aider toutes ces entreprises et aussi les moins de 20 qui sont clairement au cœur aussi du dispositif et peuvent apporter beaucoup. On le sait, une fois que la relation est nouée, les résultats peuvent être très forts et très bons. Alors c'est pour ça que nous sommes aussi dans le cadre de ces conférences tours très à l'écoute de ce qui peut se dire, de ce qui peut se faire pour essayer de trouver le bon positionnement et les bonnes approches de demain dans les différents domaines. À nouveau, merci d'avoir répondu présent pour que nous puissions échanger tous ensemble. Je vais laisser la parole à Antoine Malézieux, le délégué régional de cette magnifique région qu'est la Nouvelle-Aquitaine, et qui va vous faire un message encore plus personnalisé pour vous accueillir ce matin. Bonjour à tous. Merci donc d'être présent aujourd'hui parce que je mesure que la circulation à Bordeaux a été compliquée depuis le début de la semaine. En tout cas, je voudrais vous remercier de votre présence car je mesure bien l'enjeu que ça pouvait représenter. Alors, vous dire que cette conférence tour aujourd'hui qui se tient à Bordeaux se tient pendant la semaine pour l'emploi, la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, que c'est à la fois le sujet handicap nous anime toute l'année, mais c'est un moment privilégié de communication, de médiatisation, et que c'est aussi l'occasion à l'ensemble des partenaires institutionnels et opérationnels de se mobiliser pour parler du handicap, de faire évoluer les représentations qu'on peut en avoir. Et Dieu sait si le baromètre AGFIP-IFOP qu'on a effectué cette semaine met cet élément-là en évidence, et notamment sur certains handicaps qui font plus peur que d'autres. Je pense notamment au handicap psychique. Donc voilà, un moment un peu fort qui permet de parler d'handicap, d'emploi, de maintien dans l'emploi, de faire lever les représentations, de valoriser des engagements d'entreprises, des réussites, inciter d'autres entreprises aussi à faire le pas, à parler d'inclusion, chercher à aller plus loin dans nos actions. Et vous dire aussi qu'en Nouvelle-Aquitaine, il y a une forte mobilisation sur le sujet, puisqu'il y a une centaine d'événements qui se sont déroulés ou vont se dérouler, puisque la semaine n'est pas encore terminée. Voilà, donc une région à la fois très grande, mais très, très engagée, avec une AGFIP qui est implantée à la fois à Bordeaux, à Poitiers et à Limoges, au service de nos bénéficiaires que sont les personnes handicapées et que sont les employeurs. Voilà. Vous dire aussi qu'en matière d'inclusion, c'est vrai qu'on a le souci, et c'est aussi une des particularités de la région Nouvelle-Aquitaine, c'est de travailler en fort partenariat. Et on a une proximité importante à la fois avec la Directe, qu'embarque Emploi et qu'embarque aussi Travail, avec le conseil régional, avec l'ARS, avec Pôle emploi, et bien évidemment aussi avec le FIP, notre EGO qui intervient dans le secteur public. Donc, ce partenariat, c'est pas qu'un affichage, c'est vraiment une volonté de travailler ensemble, une volonté de travailler en proximité, une volonté aussi de pouvoir avancer sur la base de la prise en charge des besoins de nos bénéficiaires, et par-delà de le remettre au cœur de nos actions en bonne articulation et en bonne complémentarité. Quand on travaille aussi sur des politiques, on a toujours la volonté de les articuler avec les politiques de droit commun. Et ce qui nous anime, nous, tous partenaires, c'est qu'à partir du moment où on part des besoins de nos bénéficiaires, c'est d'avoir le réflexe avant tout d'aller chercher une réponse dans le droit commun.
Et je peux vous dire que cette démarche-là, même si elle est facile à dire, dans la réalité, elle est beaucoup plus compliquée à déployer. Mais en tout cas, c'est un sujet qui, aujourd'hui, nous anime et nous fait avancer. Donc, voilà, c'est peut-être aussi vous dire que la GFIP, c'est une offre de services rénovée, avec une volonté de mettre l'accent sur une relation plus directe avec les employeurs, quelle que soit leur taille. Donc, c'est là aussi à la fois dispenser du service, du conseil, c'est trouver des espaces d'échange de pratiques, d'enrichissement, toujours dans la perspective d'aller plus loin et de faire avancer l'inclusion des personnes handicapées. Voilà, c'est aussi l'emploi accompagné. L'emploi accompagné, ça a été l'occasion aussi pour nous de travailler en proximité avec l'ARS, d'amener aussi tout le secteur médico-social à s'ouvrir en leur sein, et puis de trouver des passerelles aussi entre le service public de l'emploi et puis le médico-social. En Nouvelle-Aquitaine, c'est aussi, puisqu'il y a un appel à manifestation d'intérêt 100% inclusif qui est en train de se construire, bien la GFIP va être aussi partenaire de cet appel à manifestation d'intérêt qui va être porté par le conseil départemental, mais qui va embarquer un certain nombre de partenaires. Voilà, de manière un peu rapide, vous donner la touche Nouvelle-Aquitaine. Et puis, je ne vais pas m'étendre, je pourrais, c'est vrai, occuper toute la matinée, mais place au débat. Et en tout cas, remercier l'ensemble des participants qui vont s'exprimer aujourd'hui et qui ont bien voulu être présents. Merci. Merci à vous. Voilà, à mon tour de faire une petite introduction. Ça me semblait utile et c'est toujours bon de commencer par un ressenti, peut-être un peu personnel, mais c'est comme ça. Il y a quelques semaines, Arthur Aumoat, jeune homme malvoyant de 25 ans, a été expulsé d'un supermarché de Marseille car il était accompagné par son chien guide. Pourtant, depuis le 30 juillet 1987, la loi est très claire. Son chien guide avait le droit de l'accompagner dans ce magasin. Mais la loi n'est pas toujours respectée. En 2017, selon les associations, une centaine de cas similaires à celui d'Arthur Aumoat a été répertorié. Souvenons-nous pourtant qu'en 2011, un film bouleversait la France, touchait au cœur les Français. C'était Intouchable. Alors, est-ce qu'on peut parler de French Paradox ? Peut-être qu'on va y répondre en partie ce matin avec nos invités. En tout cas, nous allons tenter de faire un état des lieux, des avancées ou non, en ce qui concerne la situation des personnes handicapées et de la place qui leur est faite dans la société française. Je vous propose donc d'aborder ce débat en 3 parties, en 3 axes forts. D'abord l'école, on va commencer par le début, l'école, la formation, l'accueil en général des personnes handicapées. Un axe 2 recouvrira le regard, ce fameux regard de l'autre, la nature du handicap. Et en 3e point, nous parlerons de l'emploi et peut-être d'une lueur d'espoir assez forte qui se dessine avec un nouvel écosystème autour du numérique. Voilà un petit peu pour le programme de ce débat. Je vais laisser la place maintenant à nos invités qui vont se présenter un petit peu à tour de rôle dans une mini bio, on va dire, une speed bio. 2-3 minutes à chacun d'eux pour se présenter avant d'aborder le fond du débat. Donc, on commence par... vous prenez un micro, s'il vous plaît. Moi, je garde le mien. Merci. Bonjour, je m'appelle Frédéric Sudreau. Je suis originaire de Limoges, donc de Nouvelle-Aquitaine.
Je dirige une société de communication qui existe depuis 45 ans et une start-up qui s'est spécialisée dans le digital et l'accessibilité digitale. Cette start-up s'appelle Facility. On a aujourd'hui pas mal de clients en France, utilisateurs ou clients qui souhaitent rendre leur site internet accessible. Ça représente depuis un an qu'on commercialise 250 000 personnes qui utilisent notre solution. J'en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Voilà, merci. Bonjour, je m'appelle Céline Emetti. Ça fait une vingtaine d'années que je suis passionnée par tout ce qui peut faire des ponts entre l'intérêt général et des moyens privés. Il y a bientôt 9 ans, avec des personnes concernées, les familles, face au manque d'accompagnement vers la reconstruction de soi et l'emploi des personnes qui souffrent d'un trouble psychique, tels que la bipolarité, les dépressions, les schizophrénies, qui sortent de l'hôpital et n'ont pas énormément de solutions pour se réinsérer et trouver un emploi. On a décidé de décliner une solution qui existe à l'étranger depuis 70 ans dans 35 pays et qui a un nom un peu barbare qui s'appelle Clubhouse. Bonjour, je suis Pascal Cross, je suis chorégraphe et je dirige la Close Company, qui est une compagnie de danse inclusive depuis 25 ans. Voilà, et parallèlement, on a développé tout un réseau d'ateliers de sensibilisation à la danse inclusive, de danse adaptée et aussi qui peut permettre de réinsérer une vie professionnelle par la culture. Dominique Lerche, je suis là à 2 titres. Le premier, c'est d'avoir eu un parcours d'historien avec les peaux d'âne qui sont nécessaires. Et le deuxième, c'est d'avoir à un moment opté pour des carrières dites administratives et donc d'avoir dirigé le Centre national qui forme une grande partie des enseignants à la prise en charge des enfants handicapés. C'était donc à Suresnes, au pied du Mont Valérien, là où est commémoré le 18 juin, que l'on apprend beaucoup d'informatique, la langue des signes, les débats à propos de la surdité, enfin, j'en passe et des meilleurs. Et cette direction m'a amené à représenter dans le domaine de l'éducation et du handicap notre pays au niveau européen, ce qui donne aussi une ouverture sur ce qui se passe à l'étranger. Et dans ce domaine-là, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé, soit à cause des associations, soit au poids de l'Europe. Bonjour, Stéphanie Gâteau, j'ai 50 ans, j'ai 3 enfants. Je suis originaire de Paris, mais je suis installée à Bordeaux depuis 10 ans. J'ai hérité de différents handicaps. Voilà, donc que je connais depuis plusieurs générations. Entre autres, je suis malentendante et j'ai, on va dire, des petits problèmes moteurs. Et malgré tout, voilà, je dirige un cabinet de conseil en stratégie internationale, donc qui a pour vocation d'accompagner des sociétés françaises à l'étranger ou à l'inverse des sociétés étrangères qui s'implantent en France. Donc ça ne m'a pas empêché, en tout cas depuis plus de 25 ans, de parcourir le monde. J'ai créé un incubateur export pour les startups qui sont dédiés à l'international également. Et surtout, j'ai créé il y a quelques mois une startup qui s'appelle Andy Road, qui a pour vocation en fait de faciliter et de sécuriser le déplacement des personnes à mobilité réduite et de leurs aidants, voilà, en sachant que voilà, c'est une problématique universelle, mondiale et récurrente. Voilà, et l'idée, c'est d'apporter des solutions d'assistance et des outils voilà, dédiés. Voilà, merci pour ces rapides présentations. Vous voyez que les profils sont très divers. On va aborder le premier point d'emblée, l'école, la formation, l'accueil des personnes handicapées. Donc je vais me tourner d'abord vers Dominique Lerche, qui est la caution historique de ce plateau. Et d'abord, j'avais une question à lui poser, parce que j'ai entendu les présentations des 2 responsables de la GFIP tout à l'heure, qui ont parlé d'inclusion. Moi, j'en étais restée au terme d'insertion. Donc, j'entends beaucoup ce terme d'inclusion aujourd'hui. Et je voudrais savoir si c'est une coquetterie sémantique ou si ça revêt quelque chose de différent dans l'appréhension des choses. Au niveau du législateur, en 2005, ce n'est en aucun cas une coquetterie.
c'est l'éclairage du chemin. C'est-à-dire qu'on a eu toute une époque où le handicap était traité de façon séparée. Donc, École nationale des sourds, École nationale des aveugles, etc. Et puis, on a eu, surtout à partir des années 1975, alors je ne ferai pas appel à beaucoup de dates, mais enfin, nous sommes en 2018, vous voyez le chemin parcouru. Nous avons eu ce qu'on appelle l'intégration. Donc, en clair, pour ce qui était de l'éducation nationale, à Bar-le-Duc, on rassemble les enfants sourds du département et la classe d'enfants sourds est mise dans une école normale, banale, où mes enfants, dans la classe de récréation, ont appris la langue des signes. L'intégration de ce côté-là avait des effets. Et puis, il y a un moment où il a été dit, non, c'est terminé tout ça, chaque enfant, enfin les parents, inscrivent à l'école du quartier et l'enfant a droit à une scolarité dans l'école du quartier. Avec un petit bémol, et je m'excuse, j'étais assez proche des rédacteurs, etc., à condition de mesurer la hauteur du handicap dans des cas extrêmes. Donc, normalement, ça doit aller pour une grande majorité. Je me pose une autre question par rapport à ce cursus scolaire des jeunes en situation de handicap. J'ai cru entendre que, effectivement, ce sont des jeunes et des gens en général beaucoup moins diplômés que les autres. Donc, comment ça peut s'expliquer? Parce qu'ils ont eu quand même accès à l'école et à la formation, non? Oui. Simplement, il y a toute une série de choses qu'il faut pouvoir examiner. Et d'abord, l'extrême diversité des handicaps, ou pour faire très gros et très critiquable, la moitié du handicap ne touche pas le cerveau. Donc l'autre moitié le touche. Donc pour les actes d'apprentissage, il y a quelque chose qui est là. Deuxièmement, il y a une formation à acquérir, si vous voulez. La loi dit bien tout enfant doit trouver. Mais quand il est dans l'école, quelle va être l'aide fournie? Alors, non pas uniquement l'aide matérielle, tout ce qu'on va parler des AVS, mais l'aide d'un enseignant qui soit est lui-même correctement formé, soit au contraire, quelqu'un qui est là en appui quand le maître, entre guillemets, classique, pour ne pas dire banal ou normal, quand le maître classique bute sur un certain nombre d'obstacles. Et là, je dois avouer que parmi les choses où vous pouvez faire des économies très facilement, mesdames et messieurs, c'est la formation. Quand j'ai lu, pour préparer cette journée, que la formation avait baissé des 2/3 pour ce qui est des enseignants spécialisés au niveau du temps, je n'en ai pas cru mes yeux. Bon, merci pour cet éclairage. Donc, le débat n'est pas tranché au sein de l'école. Ça, c'est un petit peu compliqué. Et que pensez-vous là de ce qui se dessine également, et assez rapidement, puisqu'on en parle pour la rentrée 2019, cette concertation pour une école inclusive? Ça s'appelle précisément « Ensemble pour une école inclusive ». Il y a tout un tas de thématiques qui sont évoquées par le gouvernement. Et tout ça, ça doit aboutir à une mise en place de propositions dès la rentrée 2019 et à une transformation complète de l'école à la rentrée 2020. C'est phénoménal. Est-ce qu'on avance enfin? Oui. Le temps des politiques n'est pas le temps des éducateurs et encore moins le temps des historiens. C'est-à-dire que c'est normal que les politiques nous fixent des échéances, nous mettent les épées dans les reins et veuillent nous fixer des objectifs pour avancer. Donc, ne me voyez pas critiquer ceci.
Mais regardez à la date où nous sommes. À l'heure actuelle, nous préparons la rentrée 2019, techniquement. Les prévisions d'effectifs, les postes, etc., c'est maintenant. Donc, c'est dire déjà budgétairement au niveau de l'État, la marge de manœuvre très très réduite que nous avons. Le budget vient d'être voté ou est en cours de vote. Alors, il faut fixer des objectifs, mais en même temps, il faut que, en particulier, les parents, les associations, puissent être là et vérifier un certain nombre de choses. Et, je terminerai juste là-dessus, ça fait 40 ans qu'un docteur, spécialiste de la formation des enseignants au handicap, dit quand est-ce que tout enseignant aura au minimum 2 à 3 jours de vue générale sur ce que c'est qu'un enfant, un adolescent en situation de handicap. Et vous mesurez là le temps inouï qu'il faudra pour que la machine tourne et qu'on donne les priorités à cet élément-là si l'opinion publique, les citoyens le décident. Voilà, et pourtant c'est par là que ça commence, l'école, l'intégration ou l'inclusion, pardon, dans l'école. Est-ce que nos invités ont à réagir sur ce que vient de dire M. Lerche en matière d'accueil, peut-être Madame Emetti, vous avez un petit mot à nous dire là-dessus par rapport à la spécificité de votre public? Alors peut-être sur ce que vous venez de dire, sur les 2-3 jours pour en faire un sujet, j'ai eu l'honneur de rencontrer l'ancien ministre de la Santé mentale en Australie, parce qu'en Australie, ils ont un ministre de la Santé mentale, et qui m'expliquait le cursus dans l'intégration du sujet santé, handicap, et en particulier santé mentale, dans l'éducation nationale australienne. Et j'ai rencontré des étudiants, et c'est fabuleux. Dès la primaire, les élèves, les enfants savent qu'il y a des maladies physiques et des maladies psychiques. Quand ils arrivent en fin équivalent bac, en fin de lycée, ils sont capables de faire la différence entre une schizophrénie et une bipolarité, ne serait-ce qu'en théorie. Mais c'est pour dire à quel point la formation, donc les sensibilisations, sont très importantes parce que dès le plus jeune âge, on peut désamorcer les préjugés, les stigmatisations et les discriminations qui verront le jour après quand on devient manager, quand on intègre la société civile en tant qu'adulte. Et donc, bien évidemment, je suis plus que convaincue de cette urgence d'en faire un sujet dès l'éducation, à la fois en termes d'intégration pour s'adapter, que les professeurs et les instituteurs soient formés, et à la fois en termes de sujet pour que les enfants aient des clés, des éléments d'information qui les rendent peut-être plus inclusifs eux-mêmes dans leur vie d'adulte. Merci. J'ai noté que la vision française du handicap n'incluait pas avant 2015 le handicap psychique. Ça n'était pas reconnu. Bon, ça c'est la spécificité française. En effet, dans la définition du handicap, donc la loi sur le handicap, elle a été faite pour accompagner les plus vulnérables. Et jusqu'en 2005, en effet, le handicap, ce qu'on appelle le handicap psychique aujourd'hui, n'était pas défini dans les textes de loi. C'est-à-dire que des personnes qui souffraient des maladies que j'ai citées tout à l'heure, des dépressions, des bipolarités, des schizophrénies, qui sont quand même plus de 2 millions de Français en diagnostic sévère, on n'est pas en train de parler de quelques personnes, elles ne rentraient pas dans le dispositif. C'est-à-dire que si vous aviez par exemple une dépression sévère qui vous mettait en situation d'exclusion, vous ne pouviez pas rentrer dans les dispositifs réservés aux personnes handicapées et donc vous ne pouviez pas avoir les accompagnements qui en découlaient. En 2005, ça a changé. 2005, c'est hier, c'est moins de 15 ans. Donc ça marque aussi des avancées sur ce sujet-là. Monsieur Malézieux le rappelait tout à l'heure, le handicap psychique est à la fois un sujet affreusement présent ou terriblement présent et à la fois terriblement tabou. Et donc ça fait partie des enjeux. D'autres témoignages, d'autres... On m'entend là? Excusez-moi. Ouais, moi, je voulais juste faire un tout petit témoignage. Parmi mes 3 enfants, il y en a 2 qui sont concernés par des handicaps autres que les miens. On fait une petite collection. Pour revenir à l'école,
j'ai trouvé, en tout cas, alors vraiment en tant qu'expérience de maman cette fois-ci, la problématique, c'était vraiment l'identification et la capacité, en fait, de l'entourage de l'enfant au quotidien, donc à l'école, d'être capable d'avoir des points de vigilance et de se dire attention, qu'est-ce qu'il peut y avoir. En fait, l'identification, moi, j'ai vu qu'il y avait des soucis, mais j'étais incapable de savoir de quel ordre. Et quand on se retourne vers effectivement les gens qui accompagnent au quotidien nos enfants, quand on leur soumet des pistes ou quoi que ce soit, ils sont incapables d'accueillir par manque de formation et d'information, effectivement. Et si nous, parents, voilà, on n'appuie pas, alors plus ou moins, elles ont eu de la chance, parce qu'elles ont été identifiées à 4 ans et à 6 ans. Mais parce que moi, voilà, j'ai contacté l'hôpital du langage, l'hôpital Necker, enfin, j'ai couru partout pour essayer de comprendre ce qui n'allait pas et qu'est-ce qui leur arrivait. Et une fois que je suis revenue, en plus, avec un diagnostic, on m'a dit, soit c'est pas vrai, soit ça n'existe pas, soit on comprend pas, mais en tout cas, on mettra rien en place. Donc, ça, bon, alors, elles ont 17 ans et 20 ans, les deux dont je parle. Mais ça a été vraiment le parcours du combattant et je trouve ça effectivement délirant qu'à notre époque, au moins soit on ne fasse pas confiance aux parents quand ils reviennent et qu'ils disent il y a un souci, qu'est-ce que vous pouvez faire ou pas à la rigueur, ça c'est pas le problème, ou qu'eux-mêmes n'aient pas une grille de lecture et quand il y a voilà, des points de vigilance et qu'on se dit il y a peut-être quelque chose, qu'est-ce que c'est, on relaie par exemple auprès d'une structure voilà, complémentaire qui accompagne, qui diagnostique, qui préconise, qui met des choses en place. Ça, je trouve que ça ferait partie, en tout cas, des moyens à mettre en place. La deuxième chose, et ça n'a rien à voir, mais c'est pour rebondir avec cette histoire d'annonce que vous avez faite. Alors là, je reprends ma casquette entreprise et diagnostic et stratégie. Là, effectivement, on entend dans les annonces un objectif. Normalement, comme tout objectif, on vous demande de l'atteindre, mais avec quelle stratégie, avec quels moyens, avec quels outils, et comment on anticipe pour que cet objectif soit réalisable. À l'heure actuelle, est-ce que l'objectif qui est annoncé est réaliste, réalisable, et quels sont les moyens concrets pour l'atteindre? Et le fait d'anticiper ou pas, là c'est la rentrée 2019, ça veut dire ou pas, je ne juge pas, je n'ai pas le dossier, hein, mais qu'est-ce qui a été mis en place dans les années précédentes pour dire à partir de 2019, on est opérationnel. Voilà. Et là, il me semble qu'il y a une petite problématique quand même pas inintéressante c'est bien de se fixer des objectifs parce qu'on tend à les atteindre et il faut avoir une vision. Maintenant, voilà, effectivement, ceux qui se retrouvent avec les objectifs et à les porter, est-ce qu'on leur donne les moyens de les réaliser? Bon, je pense qu'on ne va pas trancher cette question non, pas du tout. Aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est une question qui peut se poser effectivement. Donc pour continuer sur cette question de l'école, de la formation, de l'accueil, Dominique Lerche, on avait évoqué, lorsque je vous ai appelé au téléphone, un point particulier. C'est la question de l'autisme, sa prise en compte dans le cadre de l'école, etc. Vous m'aviez dit que voilà, c'était un point dur, c'était assez compliqué pour les enseignants en tout cas, de travailler et d'inclure des jeunes autistes. Il y a d'abord une immense souffrance dont nous avons écho par la presse avec des prises de position ou d'informations sur des cas qui ne sont pas pris en compte. Et donc c'est comme ça que vraiment on a des dossiers de presse considérables, quelles que soient les régions, sur ce sujet-là. La deuxième chose, c'est que ça ne peut être que du travail de dentelle. C'est-à-dire que des enfants autistes, ça peut être mené à 3, 4, 5 maximum, ça dépend là aussi des hauteurs, mais par des gens formés. Les gens formés, j'en suis désolé, c'est plusieurs mois de formation et avec un détour par la Belgique parce que ce sont les Belges, au niveau universitaire j'entends, qui sont allés reprendre le flambeau aux États-Unis
de ce que nous, au XIXe siècle, on avait refusé comme pionniers. Donc, on a là, à côté de chez nous, de très bonnes pratiques qui font qu'on forme des gens qui, sur le terrain, vont pouvoir un peu déblayer. Mais à quelle hauteur? Et on retombe sur la question des moyens. Il y en a combien à traiter et combien d'enseignants en face? Et puis, il y a aussi, et j'arrêterai là, l'acceptabilité par le tout venant. Je veux dire par là, excusez-moi, c'était à Limoges. Le préfet reçoit l'inspecteur d'académie, vous savez, dans le dernier round. Il y a tout le monde qui est là, les maires, les parents. Bon. Et le préfet lui dit, écoutez, cher monsieur, ça hurle, vous pourriez peut-être lâcher une ou deux postes, ça n'a rien à voir avec l'actualité. Hein. Vous pourriez peut-être lâcher 1 ou 2 postes. Et là, 2 postes pour autisme et en plus en formation. Et c'est donc un de mes vieux amis qui a dit, écoutez, monsieur le préfet, moi, je n'ai pas le droit de faire ça, enfin, pour point de vue éthique. 1, il n'y a pas une seule prise en charge de l'autisme dans tout le département. Et 2, avant de prendre une charge, et je dis aux parents, je vais commencer à soulager un petit peu, eh ben, il faut que je les envoie en formation. Et donc, du coup, c'est lui qui, au nom de l'État, est allé affronter la juste colère des personnes qui formaient le conseil. Oui, on voit que les avancées sont très compliquées dans ce domaine de l'école et de la formation. Je me tourne maintenant vers Frédéric Sudreau, voilà, qui est responsable d'une agence de communication et qui a eu, je crois, dans ses salariés, des personnes en situation de handicap. Et je voulais savoir, puisqu'on en est à la partie accueil de ces personnes, comment ça s'était passé? Est-ce que vous avez pris le temps de l'accueil et de l'accompagnement? Comment ça s'est passé? Nous sommes dans une société de communication. Cette société-là, moi, je l'ai rachetée il y a 20 ans. Je l'ai rachetée, elle était en situation de dépôt de bilan avec des collaborateurs qui étaient en train de se demander ce qu'ils allaient devenir. Et j'ai eu comme proposition de la rebâtir sur 3 valeurs principales. La première, ça a été l'environnement. On a construit une agence sur la Technopole de Limoges, qui est une agence déconstructible. Alors, quand on y pense, on l'a construit pour la défaire, mais qu'elle n'ait pas d'impact sur l'environnement. On a arrêté de faire des goodies qui venaient de pays un peu incertains, qui faisaient travailler des gens qui n'avaient pas d'âge. Des goodies. Pardon, des petits objets publicitaires. Et on s'est dit, on va faire du miel avec nos propres abeilles, on va former nos collaborateurs au miel, et puis à être apiculteurs, et puis on fait nos récoltes nous-mêmes, et ça dure depuis un paquet d'années. On compense toutes nos émissions carbone. Bref, on a une vraie vocation environnementale. Deuxième valeur, c'était l'humain. On a fait étudier tous les postes de travail pour qu'ils soient tous ergonomiques. Alors, quelle que soit la personne qui soit amenée à travailler sur ce poste de travail. Le bâtiment a été prévu pour accepter tout type de problématiques physiques ou intellectuelles, cognitives. Les ordinateurs sont adaptés. Et puis on participe à des programmes de réinsertion. Donc, on fait partie d'une charte qui s'appelle la charte d'entreprise des quartiers. Donc, on accueille plein d'enfants de quartier pour leur permettre de vivre une expérience entrepreneuriale et de prouver que quelque part, ils peuvent toucher du doigt aussi ce monde-là. Deuxième facteur, ça a été de dire on va prendre des gens qui sont complètement différents. Donc, on s'est adressé aux gens qui sortaient d'univers carcéral. On leur a dit on vous redonne une chance, si vous voulez, on vous intègre. Et tous les collaborateurs, au départ, planquaient leur sac normal, leur portable, enfin tout ce qui... Et puis au fur et à mesure, ont intégré ces personnes-là tout à fait normalement dans les effectifs et ont vécu avec eux. Puis bien sûr, on a accueilli des gens avec des troubles moteurs importants notamment. Mais les bâtiments étant adaptés pour ça, ça n'a posé aucun problème. Et je dirais même qu'à un moment, ça a créé une unité. Et l'humain dans l'entreprise, ça a été ça, c'est-à-dire ça a été de créer une véritable coalition entre toutes ces personnes, étrangères, parfois parlant mal français, et en disant que la diversité, c'était un plus. Alors peut-être qu'on fait ça parce que dans une agence de com aussi, hein. Mais
Mais ça a été une valeur que l'on a pu pousser et mettre en œuvre. Certaines de ces personnes en situation de handicap, malheureusement, nous ont quittés aujourd'hui. Pas quitté l'entreprise, mais quitté cette terre. Et ça a là aussi resserré les liens parce qu'on s'est rendu compte qu'on était tous vulnérables et certains plus que d'autres. Et peut-être que ça a mis vraiment le doigt sur cette faculté à s'ouvrir, mais vraiment dès l'arrivée des gens. Donc accueillir des gens, ça n'a pas forcément été un problème. Et ensuite, on leur a proposé d'autres challenges, le challenge de l'innovation. Et en 2008, moi j'ai dit tous les collaborateurs qui font de la production, je les libère une journée par semaine pour réfléchir au métier de demain. Et ça a intégré tout le monde, toutes les classes de l'entreprise, y compris les stagiaires. Donc voilà, et cette innovation-là, ça a permis aussi à chaque collaborateur qui le souhaitait de prendre un projet à bras-le-corps et de former son équipe. Et bien là encore, ça a été alors une inclusion des différents métiers et savoir-faire. Donc on n'a rien fait de particulier en fait. On a juste fait en sorte que chacun trouve sa place dans l'entreprise assez naturellement. Ça vient de moi sur l'impulsion, mais ça vient surtout des gens qui l'ont vécu au quotidien et qui l'ont mis en œuvre dans l'entreprise. Merci pour cette belle histoire. Je pense qu'on va passer, puisque je suis la gardienne des horloges, au point numéro 2, le regard, la nature du handicap. Et je vais me tourner vers Pascal Cross, donc chorégraphe, cofondateur de la compagnie inclusive de danse, la Klaus Company, qui va nous expliquer un petit peu la genèse de cette compagnie, comment ça a démarré, avec quelle idée en tête et comment ça a évolué. Alors la genèse, j'ai créé la compagnie avec Sophie Brosse et nous avons, par des hasards familiaux, rencontré des centres de personnes handicapées, des foyers, et on nous a demandé au sein d'un foyer si je ne voulais pas animer un atelier de danse. Je n'y avais jamais pensé. Et bizarrement, j'ai dit oui. Et bizarrement, j'ai commencé. Et très, très vite, j'ai été passionné par... c'est vrai que pour un chorégraphe, c'est passionnant de travailler avec des corps différents. Et là, j'en avais des sacrément différents. C'était en quelle année ? C'était en 1998. Voilà. On vient de fêter nos 25 ans, là, la semaine dernière. Et voilà, et l'atelier s'est créé. J'ai proposé, parce que j'avais déjà créé ma compagnie, mais valide, ordinaire, et j'ai demandé à mes danseurs de venir participer à mes ateliers. Et les instants étaient assez magiques immédiatement. Et donc j'ai décidé d'intégrer donc ces jeunes handicapés dans la compagnie et de partir sur une idée de spectacle. Et voilà, ça s'est jamais arrêté. Et c'est surtout que j'ai compris que c'était vraiment le chemin qui me passionnait, parce qu'on cherche toujours un courant, qui soit chorégraphique, soit pédagogique. Voilà. Et moi, tout de suite, j'ai été passionné vraiment. Alors, au départ, c'était handicap moteur, mais maintenant, je travaille aussi handicap psychique, handicap mental et handicap social. Et de voir aussi comment, par le biais du corps, le lien existe, et des fois, la confiance revient pour beaucoup de personnes handicapées. Ils découvrent leur corps autrement, parce que souvent, c'est médical, rééducatif, donc souvent barbant pour eux. Et de découvrir autrement ce corps et de retrouver confiance dans le corps, ça leur a des fois ouvert des nouveaux horizons pour essayer de peut-être de retravailler, parce que la plupart de mes danseurs au départ n'avaient pas de situation professionnelle. Et certains ont eu le désir, parce que c'est une resocialisation en passant par le corps, de se renseigner pour des nouvelles formations, et certains ont repris des activités professionnelles. Et comment ça se passe, cette parité entre valides et personnes handicapées qui ne sont pas des professionnels en plus ? C'est sûr que j'ai jamais recruté mes danseurs handicapés sur leurs compétences techniques, puisque aucun n'avait jamais dansé auparavant. Donc je travaille évidemment sur l'humain. Enfin, de toute façon, le corps, c'est de l'humain. Donc voilà. Bien sûr que les débuts ont été pas compliqués, mais étonnants. Il a fallu surtout s'approprier l'outil, parce qu'une personne handicapée moteur, ils sont deux. Il y a le fauteuil et il y a l'humain. Donc c'est plus des duos, c'est des trios. Il y a un outil obligatoire, mais qui est passionnant. Parce que pour moi, c'est un plus. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut faire avec un fauteuil manuel ou électrique
qu'on ne peut pas faire entre valides. Voilà. Et tous mes danseurs valides passent dans les fauteuils. Enfin, voilà. Donc, une fois que l'apprentissage est réalisé, les portes sont encore plus grandes que si j'avais une compagnie dite ordinaire. Voilà, moi, j'ai un collègue qui dit voilà, les valides, ce sont les ordinaires et les roulants, ce sont les extraordinaires. J'aime beaucoup. Voilà, oui, c'est une belle image. Oui. Voilà, tout à fait, un peu renversé. Voilà. Et donc après, on a plein de possibilités. Voilà, après, dans la compagnie, j'ai pas de handicap mental, mais dans les ateliers, j'en ai beaucoup. Et là, il y a encore de nouvelles richesses parce qu'il n'y a pas de filtre avec eux. Donc, il y a des propositions que je n'aurais jamais imaginées. Donc, en fait, moi, j'apprends tous les jours. Et ça, c'est vraiment passionnant. Et alors après... Et vous pouvez dire que ça enrichit votre métier de chorégraphe, ça vous donne de nouvelles ouvertures? Oui. Sinon, j'aurais arrêté. Et les freins, ils viennent de l'extérieur. Ils ne viennent pas du tout artistiquement, en tout cas. Du regard des spectateurs Non. Pour moi, les spectateurs... Bien sûr qu'il y a des spectateurs qui peuvent être dérangés. Moi, je dis que mon travail, je l'ai bien réalisé si les gens en sortant ne parlent pas du tout des danseurs handicapés. C'est voilà, bien. C'est très difficile, mais pour moi, il n'y a pas de différence entre mes spectacles inclusifs et des spectacles de valides. J'allais dire, pour moi, il y a deux pôles. On aime, on n'aime pas. Tout ce qui entre n'est pas très intéressant pour moi. Oui, pour moi, c'est toujours des richesses. Parce que, alors j'allais dire, c'est vrai que chaque personne est une individualité, mais chez le handicap, c'est encore plus visible. Voilà, alors moi, j'ai quasiment que des danseurs infirmoteurs cérébrales. Chacun a des athétoses différentes. Il y en a avec maladie évolutive. Donc chaque jour, voilà, on doit vivre avec ça, on doit évoluer avec ça. Donc les chorégraphies, même si j'ai un répertoire maintenant depuis 25 ans, les chorégraphies, on est continuellement obligé de les modifier de par les handicaps qui évoluent et aussi des valides qui évoluent. Voilà. Donc pour moi, de toute façon, ce n'est que toujours du plus. Voilà. Vous êtes accompagné ce matin d'ailleurs par quelqu'un de votre troupe qui est ici présente et peut-être qui prendra la parole tout à l'heure pour nous expliquer comment il ressent ce travail et comment ça se passe quand elle se produit devant un public. Juste encore un petit point, Pascal Cros, vous m'avez dit que la difficulté, c'était en fait surtout de convaincre les producteurs et les diffuseurs de spectacles. Donc, eux restent un petit peu bloqués encore dans leur tête. Oui, majoritairement bloqués. Donc, vous êtes à peu près la seule compagnie, là, en Nouvelle-Aquitaine, qui... Professionnel, oui. Oui. Après, je connais des groupes comme Entourante sur Bordeaux, qui est dans la danse de salon, qui fait un travail remarquable aussi et qui a créé tout un groupe un peu semi-pro. Voilà. De toute façon, on est à peu près 1 à 2 compagnies par région et on se connaît tous. Et on travaille régulièrement ensemble et on a tous les mêmes difficultés. D'abord, peu de lieux sont accessibles. Alors, les nouvelles salles de spectacle, il y a les normes, voilà. Mais souvent, c'est pour le spectateur. Il y a un accès au plateau, mais souvent, les loges ne sont pas accessibles. J'ai dansé hier soir et on était dans un lieu que j'adore, mais mes handicapés étaient dans le local lumière pour pouvoir accéder au plateau. Et c'est vrai que les programmateurs sont frileux. C'est vrai qu'une salle de spectacle, c'est aussi économique, il faut la remplir. Et ils ont peur, d'abord parce qu'ils ont peu de comparatifs. Donc c'est vrai qu'à convaincre, dans la région, c'est assez compliqué. J'ai 2-3 salles avec qui je travaille régulièrement. Les choses sont beaucoup plus simples dans les pays voisins, parce que je travaille beaucoup en Belgique. Là, c'est beaucoup plus facile. Merci beaucoup pour cet éclairage également. Je voudrais évoquer avec Stéphanie Gâteau son parcours, le regard sur le handicap. Alors aujourd'hui, Stéphanie, vous êtes arrivée en fauteuil roulant. C'est pas toujours le cas. Non.
Donc parfois on ne Pas voit pour pas le moment. Non, votre non. handicap. Ouais, effectivement, ça, c'est on va dire un problème qui est, je pense ici très connu, hein, mais c'est quand même que 80% des handicaps sont invisibles. Et qu'en plus on a des handicaps évolutifs. Alors le mien, j'ai pas le jour et l'heure, mais il y a un moment donné où, à part m'exprimer, je pourrais plus rien faire. Donc voilà, quelques minutes par jour que j'ai quand je peux être effectivement valide, c'est un grand mot, mais en tout cas debout. Voilà, j'en suis ravie et donc j'en profite. Sauf que vous avez plusieurs cas de figure. Soit les gens vous disent mais reste dans ton fauteuil quand même, ça sera moins fatigant, etc. Sauf que moi je suis tellement contente, voilà, que j'ai pas du tout envie d'être dans mon fauteuil. Et les gens sont presque déçus, voilà. Ou alors ils me disent ah bah ça y est, t'es guéri, t'es plus handicapé. Hein, donc j'ai beau leur expliquer qu'à chaque fois ça peut être un coup debout, assise ou allongé, ben non, c'est compliqué. Donc on parlait de formation, mais d'éducation de l'entourage ou dans l'entreprise ou familiale, hein, c'est un peu compliqué. Ma tante, par exemple, qui est atteinte du même handicap, on lui a toujours dit qu'elle faisait semblant. Donc voilà, on fait semblant. Donc, super. Il faut se justifier en permanence. Tout le temps. Et puis, voilà, quand je me gare et que je sors de ma voiture comme une grande, on me dit que j'ai une fausse carte, que je fais ça pour pas payer le parking, je me prends des insultes ou des autocollants malveillants sur la voiture, etc. Donc c'est quand même un petit peu fatigant d'avoir tout le temps à justifier. Et à la rigueur, quand moi j'oublie, parce que je suis debout, quand j'oublie quelques minutes que je suis handicapée, ou que j'ai mal, ou peu importe, y a quelqu'un d'autre qui me le ramène en pleine face. Donc c'est un peu fatigant. L'autre chose, mais qui pour moi est plus universelle et malheureuse, parce que ça fait 30 ans que je fais de l'export et que je vois pas beaucoup d'évolution, même si heureusement il y en a un petit peu, mais pas assez vite à mon goût. Moi j'ai choisi de faire de l'international parce que dans ma famille on aimait ni les handicapés, dommage pour moi, mais toutes les personnes différentes, quelles qu'elles soient. Donc je suis partie du principe que ça devait être quand même peut-être pas inintéressant, donc je suis allée vérifier et j'ai décidé de faire de l'international en me disant tout le monde a quelque chose à apporter, de différent, peu importe, mais tout le monde a une richesse, et j'ai envie de la découvrir et de voir ce que ça peut faire quand on est tous ensemble. Donc moi je pars du principe qu'effectivement tout le monde a du talent. Alors moi c'est pas celui d'être championne de tennis, mais peu importe. J'en ai d'autres, mais c'est pas ce qu'on me demande, et que l'intérêt c'est ça. Et la problématique, on parlait des préjugés et des a priori, c'est qu'effectivement on catalogue toujours à l'heure actuelle les gens. On n'en est toujours malheureusement pas au stade où on identifie les gens en fonction de leur talent, et qu'à la rigueur on a des CV comme dans certains pays cachés. On ne connaît pas votre couleur, on ne connaît pas votre nom de famille, donc s'il a une connotation, on ne connaît pas votre âge. Tout ce qu'on vous demande, c'est qu'est-ce que vous avez comme talent, et encore moins si vous êtes handicapé ou pas. On vous demande qu'est-ce que vous pouvez apporter concrètement à l'entreprise. Ça, malheureusement, en France, on n'en est toujours pas à ce stade-là. Quand j'interviens dans les écoles, on parlait des écoles de commerce, c'est extraordinaire, il n'y a pas d'handicapés dans les écoles de commerce. Je ne sais pas comment ça se fait, mais voilà. Donc personne ne se pose la question, celui qui réussit ou pas le concours, si il peut honorer, on va dire, ses études. On ne met aucun moyen à sa disposition. Enfin, c'est juste catastrophique. Et pour revenir sur l'image, moi j'entends des choses qui me blessent, pas forcément personnellement, mais quand je pense à tout le plus grand nombre qu'il y a derrière moi et qui me ressemble de près ou de loin, je vais à des événements professionnels ou autres où j'ai des remarques du style « vous n'allez pas me faire gober que vous êtes handicapé » ou « vous ne ressemblez pas du tout à une handicapée ». Donc ça veut dire qu'il faut encore à notre époque avoir certains critères pour avoir, entre guillemets, être légitime dans ce qu'on porte. Or, si demain je vous dis « malheureusement, j'ai un cancer » ou je ne sais pas quelle information, on ne va pas me demander de justificatif. Là, il faut... Voilà. Alors, si je vais très mal, les gens sont presque ravis. Si je vais un peu mieux, ils sont super déçus ou je ne suis pas crédible. Et effectivement, cette démarche d'entreprise de se dire... Alors, pardonnez-moi, parce que c'est pas, il n'y a aucune méchanceté dans ce que j'ai, mais moi, je pars du principe qu'on est tous handicapés. Alors, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. On parlait de l'handicap social, on parlait de... Voilà, moi, j'en ai plein, d'accord. Mais voilà, on a tous une problématique, mais je trouve que la bonne nouvelle, c'est qu'on a tous quelque chose, un regard différent à porter, une analyse, quelque chose auquel on n'aurait pas pensé. Et cette richesse, c'est cette diversité, effectivement. Et je trouve qu'en plus, le handicap génère quelque part des opportunités.
voilà, sur le fait que, effectivement, alors moi, je voulais faire de l'international, et à un moment donné où ça devient compliqué, comment je réinvente, entre guillemets, mon métier, ou comment voilà, je le remets en place pour continuer de faire quelque chose qui me passionne et pour lequel j'ai des compétences, comment je peux continuer de l'exercer, mais de manière différente. Et effectivement, le côté innovation, qu'on utilise beaucoup de toute façon en stratégie, sur le handicap, il est hyper intéressant, parce qu'effectivement, c'est comment réinventer des choses en prenant en considération, en faisant un bon diagnostic, en disant comment on peut atteindre nos objectifs, mais différemment. Voilà. Mais ce regard, effectivement, je suis, si vous voulez, je parlais des étudiants, tout le monde continue de se cacher. Les dirigeants, pour parler des dirigeants, puisque j'en fais partie aussi, on a peur d'effrayer l'investisseur en disant si je révèle que je suis handicapé, tout le monde dit oh tu t'es cassé une jambe, tu t'es fait mal, etc. On se dit est-ce que je vais contrarier le client ou pas, parce que est-ce qu'il va partir en courant en se disant elle est faillible, elle est vulnérable, est-ce qu'elle va honorer sa mission ou pas, les investisseurs est-ce qu'ils vont tous partir en fuyant ou pas. Et il y a une problématique, on parle du salarié mais aussi du dirigeant, de dire à un moment donné est-ce que je me dévoile. Donc moi j'ai choisi de le faire parce que ça me semblait important de témoigner et de communiquer sur ce genre de choses et de dire que voilà, il y avait des pistes aussi pour quand même se réaliser, mais je trouve ça quelque part dramatique, excusez-moi si le mot est un peu lourd, mais qu'à notre époque, on soit obligé encore de se cacher pour pas effrayer les gens, pour pas les mettre mal à l'aise, etc. Ça, pour moi, le côté visible et invisible est un vrai problème. Merci beaucoup pour ce témoignage qui est très parlant. Et effectivement, on voit que là encore, les avancées sont complexes, sont compliquées pour inclure les personnes handicapées. Je voulais me tourner maintenant vers Céline Emti, qui a, je pense, qui va nous expliquer peut-être un petit peu mieux la structure dans laquelle elle travaille et qui va voilà, nous parler un peu de ce regard aussi et de cette nature du handicap, puisqu'elle travaille donc avec des personnes handicapées psychiques, comme elle a dit tout à l'heure. Et donc c'est quelque chose d'un peu particulier, mais vous m'avez dit qu'il ne fallait pas voir ça comme des personnes avec un entonnoir sur la tête. C'est ça. Alors, en résumé. Si vous me permettez, juste avant de présenter le Clubhouse, je voulais réagir sur ce que vous venez de dire, qui est absolument passionnant et juste, et votre courage et votre ténacité à mettre en avant les compétences avant toute forme de handicap, je pense, doit être un exemple pour beaucoup. Ça m'a fait penser à une petite expérience que je souhaitais partager. J'ai fait une partie de mes études en Irlande et une partie en France. En France, adaptation, enfin, j'avais aucune personne en situation de handicap ou fragilité, quel qu'il soit. Et quand j'étais à Dublin, dans l'université à Dublin, donc il y a un peu plus de 20 ans, dans mon premier amphithéâtre, je me souviens, il y avait des personnes en fauteuil roulant, des personnes avec des cannes, des non-voyants, des personnes de petite taille, mais c'était visuellement surprenant et étonnant par rapport à ce que j'avais pu voir en France. Et en fait, au-delà de cette inclusion, les étudiants pouvaient avoir des crédits, dont moi, c'est ce que j'ai fait, s'ils consacraient une partie de leur temps, chaque semaine, à accompagner les personnes en situation de handicap dans leur étude. Par exemple, je lisais des livres en français pour des étudiants non-voyants qui étaient enregistrés sur des cassettes pour que des étudiants puissent écouter des livres de la littérature française. Et donc, c'était juste un exemple où c'était il y a un peu plus de 20 ans. Ça m'avait énormément choquée. Je suis récemment allée à Nanterre ou ailleurs. Je pense qu'il y a un grand chemin à faire. Voilà, je ne veux pas critiquer, mais c'était juste plutôt pour donner un bon exemple de ce qu'il peut faire. Et il y avait un retour sur les crédits des étudiants que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Alors maintenant, depuis un peu plus de bientôt 10 ans, on a créé une association qui s'appelle Clubhouse France. L'idée de départ, c'est en fait un constat assez terrible. Alors on parle de handicap psychique, mais c'est pas forcément quelque chose qui est reconnu en termes de handicap. On va parler de fragilité. Je vous donne quelques chiffres, pas pour vous noyer, mais il y a 50% des Français adultes qui ont consommé un antidépresseur dans les 12 derniers mois. Donc voilà, vous disiez, Florence, on fait souvent le raccourci troubles psychiques, souffrance psychique, maladie psychiatrique, fou, criminel, entonnoir. Et en fait, la réalité, elle est à l'opposé
de ces représentations-là. Et c'est ce qu'on appelle la double peine, à la fois la souffrance de la maladie avec laquelle doivent vivre les personnes, et à la fois le regard que porte la société, que portent les autres sur ce sujet. Et c'est encore une fois ce que vous disiez tout à l'heure, d'être étiqueté, d'être sans cesse ramené à ce sujet-là. Alors la souffrance psychique, la maladie psychique, comme toutes les maladies, ça a un impact sur les relations à l'autre, ça a un impact sur l'estime de soi, ça a un impact sur le parcours scolaire, le parcours professionnel. C'est souvent des maladies qui arrivent dans l'adolescence et qui mettent progressivement la personne dans une situation de rupture. Il y a à peu près un SDF sur 3, un SDF sur 2, selon les études, qui a un trouble psychique. Et bref, qu'on le veuille ou non, ça nous concerne tous. L'OMS dit 1 personne sur 5, chaque année, sera touchée par un trouble psychique à un moment ou à un autre. C'est le premier motif d'arrêt maladie longue durée. Ça va, d'ici 2020, c'est demain, être le premier motif d'arrêt maladie tout court. Donc c'est un vrai sujet qui nous concerne tous. Et pourtant, on continue d'en avoir peur, on continue de le stigmatiser, on continue, quand on le sait, de mettre les personnes à l'écart. Et ça nourrit un cercle vicieux où les personnes n'osent pas en parler, y compris dans leur propre famille, encore moins à leur employeur, alors qu'on sait les vertus presque de ne pas en faire un sujet, mais de libérer la parole pour en faire un sujet comme les autres. Ce que vous avez dit tout à l'heure est quelque chose que j'avais déjà entendu, passer de l'ordinaire à l'extraordinaire. Donc nous, dans l'association, c'est un concept de lieu d'entraide, de jour, qui n'est pas médicalisé, qui s'appelle Clubhouse, qui existe en Ouganda, en Chine, en Italie. Et en gros, de 9h à 18h, du lundi au vendredi, on structure l'emploi du temps du club en journée de travail. Tout est basé sur le volontariat. Et dans le club, on se fout des pathologies. Il n'y a que des personnes... Alors, on ne va pas parler d'usagers, on ne va pas parler de malades, on ne va pas parler de patients. On est membre du club. Et donc, les membres du club sont des personnes qui ont un trouble psychique, mais ce n'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est quelles compétences, quelle envie, quelle capacité, quelle estime de soi, quelle projection. Et on va essayer de faire que chaque petite envie, collectivement, on va souffler dessus pour en faire peut-être un projet de vie, un projet professionnel. Et tout ce qui est social et récréatif, c'est le soir et le week-end. Donc ça commence par redonner un rythme à des personnes dont les effets de la maladie les a mis dans des situations d'exclusion. Et ensuite, dans cette collaboration-là, il y a assez peu de salariés. Il y a un salarié pour 25 personnes. L'idée, c'est que le lieu est ce qu'on appelle co-géré, c'est-à-dire qu'il ne peut fonctionner qu'avec les personnes qui s'y impliquent et qui font vivre le lieu. Et donc, en gros, en gérant le standard, je peux peut-être plus facilement utiliser l'outil téléphone, et en même temps, c'est un métier d'être standardiste. À Paris, où le club compte à peu près 250 personnes, ça représente 40 personnes au quotidien. Tous les jours, il faut faire à manger pour 40 personnes en respectant les allergies. Et donc là, encore une fois, le collectif s'organise et c'est à la fois être autonome dans son alimentation à la maison et à la fois des métiers de la restauration. Gérer la comptabilité du club, etc. L'idée, c'est d'être dans un lieu qui est co-géré pour être dans des situations qui ne sont pas récréatives, mais qui sont utiles pour l'autonomie de la personne, utiles pour son lien à l'autre. On travaille en équipe. Travailler en équipe dans le club, c'est un cadre bienveillant, mais c'est aussi se réapproprier les codes de la relation à l'autre pour travailler en équipe en entreprise. Donc ça fait partie des choses où on s'entraide au quotidien. Il y a un club à Paris, on a ouvert il y a un peu plus d'1 an un clubhouse à Bordeaux et un autre à Lyon avec des ancrages sur le territoire qui sont très importants parce que l'objectif du club, c'est d'accompagner la personne d'abord à sortir de l'isolement et ensuite à accéder à l'emploi. Et le clubhouse parisien a à peu près maintenant 7 ans. Et il y a 30% des personnes qui fréquentent le club qui accèdent à un emploi au bout de 2 ans. Ce n'est pas pour se targuer des résultats, mais c'est simplement pour dire que dans une logique inclusive, parce qu'on travaille, comme il n'y a pas de médecin chez nous, je vous disais, la maladie n'est pas un sujet. Pas d'équipe médicale, pas du tout. Et les salariés qu'on appelle salariés de cogestion ne sont pas du tout, même pas des travailleurs sociaux. C'est plutôt des gens qui connaissent le milieu de l'entreprise ordinaire et qui ont une fibre sociale. Mais on va travailler en étroite collaboration avec les acteurs du soin, avec les hôpitaux, avec les médecins, avec les libéraux. On va travailler en étroite proximité avec les entreprises. Et on a, entre autres, presque été obligés de développer un programme de formation pour accompagner les entreprises, les former, les sensibiliser à ce sujet, parce qu'on se rend compte qu'en déverrouillant, en parlant du sujet, en informant sur la santé mentale, en fait, les employeurs ont beaucoup moins peur et au départ, ils disent non, mais je ne suis pas concerné. Quand on leur dit que c'est le premier motif d'arrêt maladie
et disent « Ah ben en fait, peut-être que je suis concernée, je ne pensais pas qu'on parlait de la même chose ». Et puis petit à petit, en fait, ça crée de l'emploi et on a de plus en plus d'entreprises qui insèrent des personnes qu'on accompagne. Très bien, ça fait une bonne transition avec le troisième point sur l'emploi, justement. J'avais une question à... D'abord, j'avais une petite information à donner. C'est que j'ai vu vers la fin octobre une enquête CSA qui a été commandée par l'Union nationale des entreprises adaptées. 78% des Français jugent les entreprises inadaptées à l'accueil des collaborateurs en situation de handicap. Je voulais juste donner ce chiffre avant de commencer. Donc, vous parlez d'une entreprise bienveillante. Bon, c'est peut-être pas toujours le cas. Céline, vous m'avez dit également qu'il fallait d'abord, au sein d'une entreprise, qu'on arrête de parler de l'accueil, mais qu'on parle de la gestion des collaborateurs en place. Hein. Avant de parler inclusion, il faut déjà gérer les salariés en interne. C'est un réflexe des employeurs, c'est-à-dire, en gros, avant de me demander d'insérer des personnes en situation de handicap ou en difficulté, d'abord aidez-moi à gérer ce qui se passe en interne. Et donc c'est une des clés d'entrée où c'est un peu une logique évidente de l'employeur de vouloir d'abord s'occuper des personnes qui l'emploient. Et donc, bon, après, à travailler avec les contraintes. L'objectif n'est pas de transformer l'entreprise dans une démarche charitable ou de bonnes œuvres. C'est vraiment de concilier l'intégration de la fragilité pour en faire une force au service de la compétitivité, au service de la productivité. Donc, il faut trouver des collaborations et des modes de travail qui soient gagnant-gagnant pour la personne en situation de fragilité ou de handicap et pour l'employeur. Ce qu'on sait, c'est qu'en parlant, en se mettant autour de la table, en prenant un petit peu de temps, et c'est un peu le principe de la prévention, quoi. En agissant en amont, il y a un effet de levier qui est durable et qui crée un cercle vertueux. D'accord, merci. Je me tourne vers Dominique Lerche. Encore, bon, c'est le responsable un petit peu historique de la table de ce matin. Il y a une loi qui est en train d'être, qui a été adoptée pour la liberté de choisir son avenir professionnel. C'est quand même peut-être là une petite avancée, non? Qu'en pensez-vous? Je sens que ça va être difficile de le convaincre ce matin. Non, mais je veux dire, on est dans... Souvenez-vous de Balzac, hein, la comédie humaine. Hein. C'est le titre de son œuvre. On est dans une véritable comédie où, sous la pression de tas d'éléments, les députés disent il faut voter qu'une loi. Bien. N'oublions quand même pas qu'il y a encore 10 ans, il y a un paquet de décrets d'application qui ne sont pas sortis. Et puis, n'oublions pas ce qui a été dit, c'est que nous n'avons pas en France la concomitance avec les moyens nécessaires. Et donc, on a souvent des propos très généreux, très universel, qui, avec une vraie loi votée parfois même sur ces sujets-là à l'unanimité, ou presque, et puis on se trouve, écoutez, regardez les histoires d'accessibilité. On est obligé en ce moment de dire on va donner un délai supplémentaire. Bon, il n'y a personne pour poser les questions que je suis en train de poser, c'est-à-dire quand est-ce qu'il est raisonnable de proposer telle loi. Alors, naturellement, pour tout ce qui est neuf, bien évidemment, mais pour l'ancien, et puis aussi, quels sont éventuellement sur le terrain les éléments qui font qu'on peut arriver à des choses intéressantes. Souvenons-nous, pour ce qui est de la scolarité, les conseils généraux étaient essentiels, c'est eux qui ont le transport. Donc, si vous décidez d'avoir quelque part une formation
y compris en lycée professionnel, accessible à des handicapés, il faut que la personne qui dirige les transports puisse dire les flux, on les accompagne. Mais si c'est pour mettre partout la même formation et faire en sorte qu'il y aura 3 transports ici, 4 là et 6 là, on va se trouver... Bon, c'est des discussions, encore une fois, il y a des gens ici dans la salle qui ont peut-être encore vu avec moi les dernières dentelles du Puy, les dentelières du Puy. C'est ce travail que parfois le législateur ne prend pas en compte. Il faut du temps. D'accord. Oui, Stéphanie veut réagir. Oui, je vais être désagréable, je suis désolée. Pas avec vous. Non, mais juste pour vous donner de nouveau un exemple, mais voilà, pour enchaîner avec ça. Donc, je vais parler de l'international que je connais et des écoles dans lesquelles j'interviens. Le réseau auquel j'appartiens, d'anciens élèves, etc., je me suis dit, tiens, je vais regarder quelle école est accessible sur un réseau de 18 écoles en France. Une à Pau. Donc la liberté de choisir, je rêve de faire cette école. Alors ils ont tous des options plus ou moins diverses, en admettant que voilà, ça soit Clermont-Ferrand ou Nantes ou peu importe. Je réussis mon concours. Super. Je vais dire, ah ça y est, là, je vais pouvoir réaliser mon rêve. Ben non, il n'y en a aucune qui est accessible, il y en a une et c'est pas l'option que je voulais. Donc pour moi c'est, excusez-moi, mais c'est un non-sens parce qu'on n'en est vraiment pas là. Et dire des phrases aussi énormes et qui peuvent faire rêver, ou alors je vais être odieuse, là, ça m'arrive souvent. Allez-y, allez-y. Mais voilà, donc ok, mon rêve n'est pas accessible, vous m'avez dit que oui, donc à l'inverse, je ne sais pas, mettre une amende ou dire indemnisez-moi parce qu'à cause de vous, vous me dites que c'est accessible, c'est pas vrai, c'est pas réalisable. Donc il y a un moment donné, on ne peut pas s'engager. Moi, je veux bien m'engager à essayer de, entre guillemets, de communiquer, de faire... essayer de sensibiliser pour faire avancer, qu'il y ait un dialogue, qu'on essaye de co-construire, etc. Mais on ne peut pas, à des gens en plus qui sont dans des situations, on parlait de souffrance, de vulnérabilité, de précarité, leur dire, bah, effectivement, bah, vous avez tout perdu. Hein, mais vous inquiétez pas, votre rêve, il est accessible. Non. Non, je trouve, si vous voulez, humainement parlant, on parlait de communication tout à l'heure, et à un moment donné... Voilà, il faut rester dans l'humain et il faut communiquer sur des choses concrètes. Voilà, excusez-moi. Non, pas de problème. Justement, on va se tourner vers Frédéric Sudreau, et puis parler un petit peu de positif quand même, hein, puisque l'emploi, on voit qu'il y a quand même des freins, des choses très compliquées, mais se dessine un nouvel écosystème autour du numérique qui va apporter... quand même des plus, je pense, pour les personnes en situation de handicap. Et je voulais que vous nous parliez de, là où je vous ai interrompu tout à l'heure, continuer l'histoire de votre projet. Non, donc vous m'avez arrêté au moment où je parlais d'innovation. Exactement. L'innovation, donc, dans l'entreprise, on l'a ouvert à tous les collaborateurs, une journée par semaine. Et un des collaborateurs était un stagiaire, et il dit, moi j'ai une idée. J'ai une idée, je suis persuadé que demain, on va pouvoir prendre n'importe quel outil digital, un smartphone, une tablette, un ordinateur personnel, un ordinateur de travail. Cet environnement-là, on va pouvoir le rendre accessible, quel que soit le trouble. Bon, on s'est dit, d'accord, il va grossir les caractères et terminer. Donc on a réuni les vieux de la place, là, les intégrateurs et les développeurs de l'agence qui avaient 27, 28 ans, enfin tous les vieux. Et vous en pensez quoi? Les mecs, ils se sont dit, il est fou, ça ne marchera jamais, c'est pas possible. Ce jeune homme avait 23 ans, ingénieur ergonome, ingénieur informaticien, autiste. Et à un moment, il a fallu lui faire confiance. Ou le virer ou le faire confiance. Donc il était stagiaire, c'était pas dur de le virer, parce que je disais ton stage est fini, tu t'en vas. Ou alors, prendre un risque. Et à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, il y a eu peut-être un petit ange qui est passé, un moment de lucidité dans ma vie, et j'ai dit, je vais lui faire confiance. J'ai appelé les instances locales qui nous permettent d'avoir quelques aides à l'innovation. Ça s'appelait pas BPI à l'époque, mais pas loin. Et ils m'ont donné une petite enveloppe pour qu'on creuse. Et on a creusé une solution qui, 5 ans après, a été développée. Les vieux se sont ralliés finalement à la cause. Ils ont aujourd'hui 33 ans, ils ont mûri. Et cette solution s'appelle Facility. En fait, c'est quelque chose qui est extrêmement simple. On prend un outil digital,
un smartphone avec une application. On prend un ordinateur sur lequel vous naviguez tous, que ce soit un site d'ailleurs d'achat en ligne ou un site consultatif, le site du Monde par exemple, ou déjà d'AGFIP, peu importe. Ou ça peut être un outil de travail, un intranet par exemple, un outil métier que vous avez développé pour votre entreprise. On plug Facility dessus. Alors nous, ça nous prend un petit peu de temps, mais vous, globalement, en ressources, c'est 5 minutes. Et l'utilisateur, lorsqu'il arrive sur ce site-là, il a qu'à déterminer le profil qui est le sien. Il a un trouble de la vision, et là, on a un nombre de troubles extrêmement, extrêmement important que l'on couvre. Il a un trouble moteur, sclérose en plaques, Parkinson, peu importe. Ou alors, il a un trouble cognitif. On couvre à peu près 200 types de troubles que l'on peut tous cumuler en fonction de chaque individu. On va créer un profil personnalisé. Pour l'utilisateur, gratuit. Il clique, il revient sur le site est adapté. Il va naviguer sur n'importe quel site qui est équipé de la solution, n'importe quel outil équipé de la solution, ça s'adapte automatiquement. Il n'a même pas besoin de refaire son profil. Alors ça, c'était le vœu pieux de départ, et c'est la réalisation que l'on a fait après 5 ans de R&D. La solution, elle est très simple, elle est vendue au propriétaire du site internet qui décide de le rendre inclusif. Ça coûte 350 € par mois. Alors, ce n'est pas forcément pour les petites entreprises, mais une collectivité qui va vous dire, voilà, je n'ai pas 350 € par mois pour pouvoir rendre accessible mon site, ben, je ne sais pas l'aider parce que j'ai un moment, il faut quand même que je gagne un peu ma vie. Et là commencent les problèmes, en fait. C'est-à-dire qu'on va démarcher certains pays très inclusifs. On va au Japon. On a une filiale au Japon aujourd'hui. Ben, cette filiale, elle marche du feu de Dieu. C'est-à-dire que la notion d'inclusion des personnes handicapées, mais surtout des personnes âgées, parce que c'est quand même un peu leur lot commun là-bas, ils ont pris ça en compte. Donc on a la mairie de Tokyo, on a la mairie de Kyoto, on a signé les Jeux Olympiques de 2020, on a plein de petites choses intéressantes. On va aux États-Unis, on signe la mairie de New York, parce que là aussi l'inclusion est prise en compte. Et on vient à Bordeaux, il est parti, c'est dommage. On vient à Bordeaux, on dit ça serait bien que... Ouais, on va voir. Donc on va voir la métropole, on dit ils vont bouger un peu. Oui, c'est bien ce que vous faites. On vous accompagne au CES à Las Vegas parce que vous allez présenter l'innovation. On a gagné quand même le 2e prix d'innovation mondial. C'est quand même pas rien. Enfin, moi, je suis super fier de mes équipes. Oui, on va le faire. On verra. On vous donnera rendez-vous. Donc, bon, on va voir la région après parce qu'on dit Rousset, il est réveillé quand même. C'est un mec qui va bien. Et il n'est pas plus avec les autres en fait. Donc, on a beaucoup plus de mal à faire passer le message en France. Même si, encore une fois, en l'espace d'1 an de commercialisation, on a 250 000 utilisateurs. On a des grandes boîtes privées qui ont un peu plus de souplesse. Je reviens sur l'éducation. Il y a plein de fois où on offre la solution aux associations. Ce sont elles qui nous ont aidés à construire les modèles. Parce qu'on n'est pas on est que des ingénieurs, en fait. Et on travaillez aussi avec des testeurs. Exactement. Des gens qui expérimentent. Les testeurs, ils viennent des associations françaises du handicap, la plupart, en fait. Donc on accompagne plein de choses, mais pas tout. Et quelque part, ce sont ces gens-là qui nous réveillent, qui nous permettent de pouvoir faire des modèles et de modéliser certaines adaptations. Bon, puis on se dit, tiens, on va tester quelque chose de nouveau, l'autisme par exemple. On ne sait pas accompagner l'autisme aujourd'hui. On est très très fort sur la dyslexie, mais on n'est pas bon sur l'autisme. Donc on s'adresse à l'éducation nationale, proposez-nous des classes et on va avancer. Toutes les classes qui ont des tablettes, on va leur permettre d'avoir un accès différent. Est-ce que vous répondez à la norme ? J'en sais rien si je réponds à la norme. La norme, elle date de quand ? 2005, mais elle a été revue là récemment, et vous allez voir, c'est exceptionnel. 2005, on parle d'informatique. 2005, l'informatique, enfin, je veux dire, ça existait à peine. Qu'est-ce que vous voulez qu'on réponde à ça ? Notre innovation, elle est en train de bouleverser les us et coutumes. Et on me répond qu'il faut que je rentre dans la norme. Donc, c'est vrai que c'est très bien le côté normatif. C'est super bien, parce que ça permet de cadrer les choses. L'innovation, c'est tout le contraire. On pète tous les codes pour refaire autre chose. Donc, voilà, on a peut-être ce franc-parler, excusez-moi, mais c'est quand même quelque chose qui est juste de dire, OK, ce service-là, on veut le rendre, les associations, c'est cadeau pour eux, les utilisateurs, c'est cadeau pour eux, celui qui a un site internet, il va le payer parce qu'il faut bien que quelqu'un nous rémunère à un moment. Mais on se heurte à des barrières, alors pas de compréhension, d'adaptation ou de prise en compte du handicap, mais simplement, ce sont des barrières plus de régulation. On nous dit que globalement, il faudrait bien qu'on soit assis sur la chaise bleue parce qu'on a un costume bleu et la sur chaise verte parce que les chaussettes sont vertes aujourd'hui. Non, aujourd'hui on a envie de faire ce jeu de chaise musicale, c'est ce qui fera avancer les choses. C'est un peu notre façon de voir. Merci beaucoup, on sent aussi qu'il y a un appel qui est lancé aux collectivités.
En tout cas en France. Non, je dis pas ni Bordeaux ni la métropole, et on va voir plus large. Stéphanie, vous avez également un projet, puisque vous nous avez parlé de votre cœur de métier, mais ça induit aujourd'hui autre chose. J'aimerais que vous nous décryptiez un petit peu tout ça. Alors, en fait, je vais vous expliquer un peu la genèse. Donc, vous avez vu, de temps en temps, je suis un peu grincheux. Surtout au quotidien, quand il faut que je m'organise, qu'on me propose des hôtels avec une jolie salle de bain adaptée, mais qui est au 2e étage sans ascenseur. Et je parle de cette année, hein, c'est des choses encore concrètes qui arrivent au quotidien, où effectivement, il n'y a pas dans les transports de jonction, donc on me laisse à la fin on va dire à l'aéroport, à la fin du vol, mais que pour aller louer ma voiture, il n'y a personne pour me pousser, donc je ne peux pas y aller, et ce n'est pas prévu. Donc tous ces problèmes d'accessibilité, de mobilité, etc., je les pratique au quotidien et j'ai jamais trouvé d'outils, et je trouve ça juste sidérant. Qu'à l'heure actuelle, on ait toujours autant de problèmes. Donc j'ai fini effectivement par me dire comment, et effectivement ça m'interpellait de voir aussi, les outils technologiques peuvent être, ou en tout cas contribuer à réduire certains enjeux, dont ceux des inégalités qui tirent aussi forcément vers une certaine précarité, parce que sans cette accessibilité et cette mobilité, c'est l'accès à l'emploi, l'accès aux études, l'accès à la santé au quotidien, comment je vais faire mes courses, comment je vais chercher mon enfant, etc. Donc là, l'idée, c'est d'avoir créé une application que Facility n'est pas encore au courant, mais sera chargé de l'adapter pour tout profil. Donc c'est une application qui part sur un constat tout simple, qui s'adresse à une problématique qui concerne rien qu'en France 25 millions de personnes à mobilité réduite, ponctuelle ou permanente, donc aussi bien les personnes âgées que les gens qui ont des troubles psychiques, que les femmes enceintes, que les papas avec leurs poussettes et leurs sacs, etc. Et leurs aidants, puisque par définition, pour moi, une personne vulnérable, quel que soit son type de vulnérabilité, elle a autour d'elle, on parlait d'ange tout à l'heure, nous aussi c'est un terme qu'on a choisi parce qu'on aime beaucoup, mais elle a un ange gardien, donc le mien aujourd'hui c'est lui, mais voilà, demain il sera peut-être pas disponible, donc il faudra que je trouve quelqu'un d'autre, donc c'est l'aidant. Et l'aidant, on n'en parle plus, et ça aussi ça m'agaçait un petit peu parce que c'est des gens qui sont dans l'invisibilité, c'est l'aidant familial, l'aidant amical, l'aidant qui n'a pas le choix parce que si tout le monde part, il reste que vous êtes obligé de m'aider, tant pis pour vous, donc voilà. Donc ouais, c'est un vrai problème, c'est-à-dire que comment donner de la productivité à la personne en situation de vulnérabilité, ça veut dire que c'est au détriment de l'aidant, parce que du coup il fait rien d'autre de la journée que de me pousser. Donc ça aussi c'est problématique. L'aidant, qu'est-ce qui devient dans tout ça, sa fatigabilité, est-ce qu'il a des relais, est-ce qu'il peut s'organiser, est-ce qu'il a des outils, etc. Donc l'idée c'est de dire, voilà, la cible c'est les aidants et la personne à mobilité réduite, parce qu'en fait, elles font qu'une seule et même personne, évidemment. Et puis, de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on a comme outil pour à la fois que le quotidien soit amélioré, en tout cas, tout en les tirant vers un certain gain d'autonomie. Donc, il y a 2 choses principales pour moi. La première, c'est effectivement avoir des trajets optimisés. Donc, c'est une espèce de Waze avec des trajets optimisés selon les obstacles pour les personnes, selon le type de handicap, en tout cas de mobilité réduite qu'on a, pour identifier la mobilité mais aussi l'accessibilité. Quand j'arrive ici, si c'est pas accessible, c'est pas à peine qu'on m'ait emmené, ça sert à rien. Et puis la deuxième chose, c'est sécuriser la personne à mobilité réduite, puisque par définition elle est vulnérable, donc elle peut être elle peut rencontrer toutes sortes de difficultés, et rassurer l'entourage par le biais de géolocalisation. C'est-à-dire que si moi, quand je fais ma grande et que je marche, mais que malheureusement je suis paralysée d'un seul coup, que je tombe, voilà, comment est-ce qu'on sait où je suis tombée, et comment parce que je casse plein de téléphones évidemment, comment on me récupère et où. Donc effectivement rassurer l'entourage quand ça arrive, parce que ça arrive, je suis bien arrivée. Et puis voilà, cette géolocalisation, c'est remonter d'alerte et des services d'assistance dédiés, qu'on ait un fauteuil électrique qui tombe en panne, ou qu'on soit coincé dans un ascenseur, enfin peu importe, ou qu'on ait un danger potentiel, parce qu'on a aussi des proies, il faut quand même ne pas exclure ce genre de choses. Donc voilà, sécuriser la personne à mobilité réduite et rassurer l'entourage. C'est un projet évidemment tourné vers l'humain d'abord, et puis qui est tourné vers l'entraide,
l'entraide avec une communauté, en fait, la création d'une communauté d'anges gardiens, qui peut être un jour l'UPMR, mais un jour aussi ange gardien, et puis on va dire de tirer et de créer du lien social. Donc c'est un mélange de Waze et de Blablacar, en disant voilà, même si on ne se connaît pas, mais que vous êtes un profil quand même validé et puis bien qualifié, mais voilà, si vous allez faire vos courses chez Auchan et que vous voyez que mon profil est dans les parages, eh ben, vous pouvez me proposer très gentiment de m'emmener, et moi ça m'arrange. Et puis voilà, même si vous ne me ramenez pas, quelqu'un d'autre peut-être me ramènera. Mais bon, voilà, l'objectif c'est ça. Et c'est surtout derrière, parce que effectivement, comme vous l'avez dit, c'est pas mon métier. Moi, c'est vraiment la vocation humaine de pouvoir communiquer sur ces problématiques-là, sensibiliser à la fois les entreprises, les salariés autour de ces problématiques-là, parce qu'on a des gens qui me disent j'ai décroché un emploi, mais je fais comment pour y aller? Et à l'inverse, l'entreprise dit ok, si j'embauche quelqu'un qui a mobilité réduite, qu'est-ce que je peux lui donner comme outil aujourd'hui pour réussir à venir au travail au quotidien? Donc ça cristallise voilà, plein de problématiques, mais qui en un seul outil nous permettent voilà, d'accéder aux loisirs, au sport, j'espère bien, quel qu'il soit, voilà, à ses courses, à voilà, tous les besoins quotidiens. Donc voilà, l'idée de cet outil, elle est vraiment toute simple, mais c'est notre quotidien. Et voilà, sans cet outil, à l'heure actuelle, on fait 50 sites, 50 plateformes, 50 applications. Un coup, c'est où est-ce qu'il y a une place handicapée, où est-ce qu'il y a un restaurant accessible, où est-ce qu'il y a un vol, où est-ce qu'il y a un hôtel, etc. On passe notre temps à voilà, s'organiser, à perdre du temps, à trouver des bonnes âmes et des gens gardiens qui veulent bien nous aider. Et ça aussi, c'est compliqué. Donc voilà, c'est un outil tout simple, mais dont on a absolument besoin. Et comme il n'existe pas, j'ai décidé d'essayer au moins d'en faire quelque chose. Voilà. Parfait, merci. Je pense qu'on arrive à la fin. J'aurais plein d'autres questions, mais je crois qu'il faut laisser aussi les personnes qui sont ici dans la salle poser des questions. Toutefois, on va terminer avec un petit mot de la fin, c'est-à-dire que vous allez reprendre chacun à votre tour le micro et puis nous évoquer quelque chose qu'on n'a pas abordé, qui vous tient à cœur peut-être, ou une idée qui peut encore relancer la réflexion. Donc, vous commencez, Frédéric. Juste, je vais reprendre les propos. Je suis quand même là pour vendre mon truc, donc je ne peux pas faire autrement qu'en remettre une couche. On a une société qui se digitalise, c'est de plus en plus évident, tout le monde le sait. Non seulement le digital, le numérique va permettre d'améliorer la condition, j'en suis intimement persuadé, de plein de personnes, parce qu'on va trouver des nouveaux outils qui vont permettre de révolutionner cette approche-là. Mais ne pas oublier aussi que tout ce que l'on construit tous, c'est-à-dire ces super plateformes informatiques dont on ne peut plus se passer, d'accord, les banques sont en train de fermer leurs agences, on vous invite à vous connecter sur votre portable ou sur votre ordinateur pour réaliser des opérations. Si demain, de par simplement le vieillissement naturel ou par le fait d'un accident de la vie, vous perdiez cette capacité à tout simplement gérer ou administrer vos comptes, vous allez perdre en autonomie. C'est la même chose dans l'entreprise. Vous avez un outil professionnel avec lequel vous travaillez. Vous êtes dans une entreprise de transport, vous renseignez les colis qui vont être expédiés le soir. Si cet outil n'est pas adapté, de par le simple accident de la vie, vous risquez fort de perdre votre job. Et il est rare qu'une entreprise de transport pense à avoir un outil métier qui s'adapte à tous. Donc, je pense en effet que le digital aujourd'hui va permettre d'ouvrir une panoplie de choses. Il faut juste essayer de ne pas brider l'innovation. C'est la deuxième fois que je passe ce message-là, parce que si on la bride à un moment ou à un autre, je pense qu'on n'ira pas très très loin, ou on va passer à côté de pas mal de choses. Donc on est un pays fabuleux qui est énormément aidé à ce niveau-là. Et je pense que les nouvelles générations ont énormément conscience justement de la différence. Et en tout cas, dans mes équipes, tout le monde la prend en compte. Et je pense que ouais, avec ces outils et cette mentalité-là, on devrait faire avancer les choses. Alors, un rapide coup de gueule et un peu d'espoir. Mon coup de gueule, c'est une sincère invitation à ne plus employer le mot schizophrène à tort et à travers. Donc, la schizophrénie touche 1% de la population française et mondiale. Ce n'est pas un dédoublement de la personnalité.
C'est un trouble qui, dans la majeure partie des cas, plonge la personne dans une situation d'isolement et de rupture de lien social très fort. Et ce sont des personnes qui sont 140 fois plus victimes qu'agresseurs. Il n'y a aucune corrélation scientifique entre la schizophrénie et la criminalité. Bien au contraire, vous avez même 10 fois plus de probabilité de mourir des mains d'un mari ou d'une femme jaloux pour cause d'adultère que des mains d'une personne qui souffre de schizophrénie. Donc je vous invite à nous aider. Je ne suis pas particulièrement, je suis pas de l'Académie des lettres et je ne suis pas dans la défense du mot juste, mais quand je vois les répercussions qu'a ce mauvais usage du mot schizophrène, c'est-à-dire une politique schizophrénique, un comportement schizophrénique. Moi, je veux bien qu'on dise paradoxal, ambigu, ce que vous voulez, mais on ne va pas dire un comportement cancéreux. Et bien la schizophrénie, c'est pareil, c'est une maladie grave et il ne faut pas l'employer à tort et à travers. Ça, c'était pour mon petit coup de gueule à transmettre. Et sur l'espoir, c'est l'espoir qu'avec ces troubles-là, avec ces maladies-là, on peut vivre très bien. Aujourd'hui, même si les médicaments ne sont pas encore super fantastiques, on peut quand même beaucoup mieux vivre. Et donc, j'ai la chance de connaître des personnes qui dirigent des entreprises, qui ont des vies de famille épanouies, qui ont des vies tout simplement épanouies en étant passées par la case hôpital psychiatrique. Et donc, on peut tout à fait se rétablir et vivre avec et avoir une bonne place. Et pour conclure, et ce n'est pas une langue de bois, on fait partie des petites initiatives avec beaucoup d'humilité qui décloisonnent. Voilà, on rentre dans la catégorie, je ne sais pas pour combien de temps, mais innovation, parce que justement, on a une approche centrée sur les compétences de la personne et pas sa maladie, et sur la santé mentale, ce n'est pas vraiment classique. Et donc, du coup, on est une petite innovation. Et je voulais remercier la GFIP chaleureusement pour son invitation aujourd'hui et son soutien dans cette démarche, parce que ce n'est pas facile de développer une innovation. Et si on n'a pas des alliés qui acceptent de sortir du cadre avec nous, on ne peut pas y arriver. Voilà, merci. Alors, je ne vais peut-être pas pousser de coup de gueule, moi. Juste parce que tout a été dit. Donc, c'est vrai que la France est frileuse. Quand on va voir ailleurs, on se rend compte que c'est, enfin, dans mon cas, beaucoup plus facile. C'est vrai que le droit à la culture est dans la Constitution. Ça, je crois qu'on l'a oublié pour tous. Moi, je me rends compte depuis 25 ans que je travaille dans les ateliers que c'est réellement un lien très très fort et des choses qui perdurent. J'ai même des ateliers d'1 heure, les gens vont se revoir, voilà. Qu'il y a un gros souci aussi sur le corps, parce qu'on parlait de, c'est pas toujours les personnes handicapées qui sont les plus handicapées. Et je fais des sensibilisations au handicap en entreprise et j'amène donc des personnes en situation de handicap. Et les plus difficiles avec qui je travaille, ce sont les valides quand même, enfin les 10 valides. Hein, voilà. Donc il faudrait aussi se repositionner sur... voilà, je travaille dans l'art vivant, dans l'humain. Alors oui, la société évolue avec le numérique, la société évolue avec voilà, toujours plus, mais il faudrait peut-être rester aussi et revenir aux choses fondamentales de se dire bonjour, c'est se toucher, c'est se regarder. Voilà, parce que ça a énormément reculé et à l'école, voilà, il y a des règles. Moi, on m'impose de ne pas toucher les élèves. Vous voyez, dans le diplôme d'État pour la danse, il est interdit de toucher les enfants, ce qui est pour moi incompréhensible quand on travaille sur le corps. Voilà, c'était juste ça. Merci. Énormément de choses dites et ça me permet d'évoquer une question qui n'est pas évoquée et que je porte de temps en temps, c'est de prévoir, d'anticiper les questions de handicap. Je voudrais juste prendre 2 exemples et vous les multiplierez à raison. Premier, vous savez qu'avec le président Chirac, on est allé sur la baisse des accidents. Et vous êtes tous informés du nombre de tués en moins. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir combien de cérébraux lésés en moins. Je veux dire par là qu'un élément de droit commun, qui peut d'ailleurs prêter à des discussions sur le 80, quelque part est en train de nous donner un outil pour que un nombre sérieux de personnes qui étaient, entre guillemets, tout à fait banales, classiques, tout à coup, compression du cerveau, chute,
rupture d'un certain nombre de choses et il faut reprendre l'enseignement quasiment à la base. Alors c'est la même chose et je suis un peu désolé, mais enfin, c'est pas un coup de gueule du tout et ne croyez aucune hostilité à Bordeaux. Mais enfin, de temps en temps, dans un certain nombre d'autres journaux, d'autres pays, on a des pages entières. C'est pour ça que je voulais amener qu'au moins vous disiez, oui, c'est vrai, il nous a montré une page entière. Ici, c'est le problème de boire de l'alcool lorsqu'on est enceinte. C'est des problèmes de droit commun qui font qu'il peut y avoir, au bout de la chaîne, un enfant sérieusement handicapé. Je veux dire par là, et je m'arrête là, qu'il y a un certain nombre de choses, entre guillemets, de société, de droit commun, qui permettraient de se dire on est aussi en train de prendre un certain nombre de mesures pour essayer d'arriver à baisser le nombre soit de naissances, soit d'accidents. Et la bonne nouvelle là-dedans, elle est dans les journaux d'hier et d'aujourd'hui, c'est la baisse du nombre d'accidents du travail. Bon, moi, je suis pas sec, mais j'aurais... Non, pas du tout, justement. Moi j'ai vraiment envie de dire, alors que ce soit aux jeunes que je croise ou aux gens que je croise en général, ce que j'aimerais bien que les gens comprennent, c'est de se réjouir de la rencontre avec l'autre, quelle qu'elle soit. On ne va pas parler de pays. Pour moi, c'est un non-sens de parler de différence, que ce soit de handicap ou d'autres caractéristiques. On est tous uniques. On a cette chance inouïe d'avoir tous des différences, des choses sur lesquelles on se rejoint, d'autres on ne se rejoint pas. Mais justement, c'est pas inintéressant de voir pourquoi on ne se rejoint pas et comment on peut se rejoindre. Et voilà, j'ai envie de dire, voilà, réjouissons-nous. On a tous du talent, même s'il est différent. Moi, je ne sais pas coudre, je ne sais pas cuisiner, je ne sais pas, il y a plein de choses que je ne sais pas faire. J'ai besoin des autres. Et quelque part, le handicap interpelle à cette relation de dépendance avec autrui qu'on a forcément. On n'est pas fait pour vivre tout seul, enfermé ou qu'en groupe avec les gens auxquels on se ressemble. La richesse, elle vient de la rencontre, quelle qu'elle soit, et quel que soit le profil de la personne qu'on rencontre. Et si je me place, ne serait-ce que du côté, alors même pas humain, même s'il est fondamental, mais on va dire à titre privé, mais de la rencontre dans l'entreprise, pour moi, c'est une opportunité. Avoir quelqu'un de différent, c'est une opportunité. Et j'ai envie de dire, voilà, saisissons-la. Voilà, il faut oser, il faut se réjouir. Voilà, pour moi, c'est deux choses fondamentales. Et dernière petite chose, mais qui me semble importante, qu'on n'a pas évoquée, et une fois de plus, je représente un peu ce sujet-là, c'est le sujet de la femme handicapée. J'irais juste deux choses. On a parlé des femmes battues il n'y a pas longtemps. Il y a 80% des femmes battues qui sont handicapées. Elles ne peuvent pas appeler au secours. Elles sont en situation de dépendance parce qu'elles sont handicapées et qu'elles dépendent de leur entourage. Donc s'enfuir en courant comme moi, c'est compliqué. Voilà, ça c'est un chiffre important. Et le taux de chômage, on sait qu'il est de 20% de plus chez les personnes handicapées que chez les personnes valides. Il est de 43% de plus chez les femmes handicapées. Donc apparemment, voilà, ça aussi c'est un vrai sujet auquel il faut commencer enfin de s'aborder, voilà, d'aborder en se disant voilà, pourquoi et qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on a de moins quand on est femme handicapée, vieille, avec des enfants, enfin bon, voilà, tout ce que je suis. Voilà. Donc cette injustice, elle est pas pour moi envisageable. Voilà. Merci en tout cas de votre accueil. C'est l'occasion d'un autre débat organisé par la GFIP, on verra. En tout cas, merci de vos témoignages. Encore une fois, on a eu vraiment des moments très, très riches sans avoir abordé toutes les questions, bien évidemment. On a un petit peu de temps pour que vous puissiez poser des questions. Je crois qu'il y a quelqu'un qui va vous faire circuler un micro. Si vous avez une question à poser, ça serait bien aussi de vous présenter si vous en avez envie. Je vois une question là-bas. Je suis Laurence Milévy, je suis en charge du partenariat à Pôle emploi Gironde. Et c'est à la fois une question et une suggestion. Si toutefois vous n'avez pas fait cette démarche auparavant auprès de Pôle emploi, que ce soit M. Fudreau pour Facility ou Mme Magigato pour Andy Road, est-ce que vous avez pensé, est-ce que vous êtes rapproché des services de Pôle emploi? Parce qu'en matière d'innovation digitale, on a été particulièrement avancé ces dernières années.
Et il existe... on a sur notre site pôle emploi.fr des outils pour faciliter la lecture pour les personnes malvoyantes ou malentendantes, mais on n'a pas, je crois, Monsieur Sudreau, les outils, en tout cas les facilités que vous pouvez proposer, et je trouve personnellement que ce serait extraordinairement intéressant d'avoir cette approche-là sur notre site, vu le nombre de personnes qui utilisent le site pôle emploi.fr. Et nous avons aussi, et là je m'adresse aux deux, une plateforme créée il y a quelques années, en 2015, une plateforme qui s'appelle l'Emploi Store et qui abrite pas seulement les services de Pôle emploi et de ses partenaires, mais aussi des services de start-up qui aident nos utilisateurs à accéder à l'insertion sociale et professionnelle. Et voilà, il y a une adresse, pitch@pôleemploi.fr, où vous pouvez effectivement proposer le service et où Pôle emploi peut accueillir et faciliter l'intégration des services issus des startups sur cette plateforme l'Emploi Store. Merci pour l'information. Je crois que M. Sudreau va répondre. Merci beaucoup pour cette info. Oui, on connaît Pôle emploi, on les a déjà rencontrés. On se heurte à une complexité technique, en fait. Les sites de Pôle emploi, puisque ce n'est pas un site, ce sont beaucoup de plateformes beaucoup de sites qui sont réunis sous une plateforme. Et ces sites ont été développés sous des technologies qui sont parfois très anciennes, voire obsolètes, mais qui sont customisées pour être sexy comme on les entend et comme on les aime bien aujourd'hui. Et ces technologies-là n'acceptent pas les technos qu'on a développés. Voilà, on travaille sous des technos qui datent, qui ont été développés chez Pôle emploi dans les années 2009-2010, sur des choses éprouvées, donc fiables, des années 2004-2005. Voilà. Et alors, nous, l'algorithme et l'intelligence artificielle qu'on a développés sont des éléments qui s'adressent à des technologies un peu plus récentes. Et voilà, donc c'est très compliqué. On a essayé de tourner le sujet dans plein de situations différentes, et c'est compliqué pour nous. C'est nous qui avons refusé, en fait, la techno que l'on devrait mettre en place. Il faudrait qu'on fasse un retour en arrière sur des outils technologiques. On n'en voit pas l'intérêt. C'est extrêmement lourd, mais on est toujours en discussion parce qu'au fur et à mesure, vous upgradez votre niveau techno. Et ça veut dire qu'on va de plus en plus se rapprocher et faire en sorte que le point de rencontre soit, j'espère, le plus tôt possible. Moi, je vais juste vous lancer un petit défi, vous ou les gens de votre entourage. Nous, on a des pôles, le pôle transport, le pôle aidant, etc. Pôle emploi, sans jeu de mots. Effectivement, c'est identifier et cartographier tous les pôles emploi qui sont accessibles, ou tous, on va dire, les organismes liés à la recherche d'emploi qui sont accessibles ou pas. Voilà. Donc, si vous voulez en faire partie, bienvenue, il n'y a pas de souci. Voilà, vous pouvez participer sans problème à ce genre de travaux, parce qu'on a besoin effectivement de ça. Et la problématique, c'est de recueillir de l'info, ne serait-ce que parfois d'organismes publics, comme la Poste ou autres, de dire voilà, quelle est la Poste la plus accessible pour de vrai, parce qu'il y a des petits pièges parfois. Voilà, donc nous, ce type de collaboration, l'idée c'est vraiment, on parlait d'inclusion, mais effectivement de fédérer tous les acteurs et le plus nombreux. Quand on leur parle, ils nous disent c'est génial votre projet. Quand on dit ok, le passage à l'acte, on se retourne. Voilà. Il n'y a pas que les collectivités, il y a beaucoup d'acteurs aussi qui, moi, par définition, sont liés au handicap, à l'emploi, etc., et qui ne font pas ce passage à l'acte. Donc j'estime qu'il y a une responsabilité, non seulement citoyenne, de dire j'aide le plus vulnérable, en tout cas, alors, je vais faire une petite anecdote, je tombe par terre. Les gens croient que je vais me relever toute seule, sauf que je ne peux pas, je suis paralysée. Donc on me laisse par terre. Donc voilà, c'est ce genre de choses, de dire voilà, la partie citoyenne, c'est pas seulement aller au secours du plus vulnérable, c'est aussi dans ce genre de projet, surtout avec ce genre d'outils à l'heure actuelle, de dire ok, voilà, en quoi je contribue concrètement. On ne demande pas forcément du financement, des choses comme ça, mais de la collecte de data ou effectivement de créer des liens technologiques ou autres. Ça, c'est important. Une autre question ? Peut-être. Bonjour, je suis Frédérique Villacampa. J'étais inspectrice de l'action sanitaire et sociale à l'ARS d'Aquitaine. Et aujourd'hui retraitée, je suis bénévole dans plusieurs associations qui gèrent des établissements médico-sociaux pour des personnes handicapées, adultes ou enfants, qui sont médicalisées ou non.
Donc je voulais juste donner un éclairage par rapport à la formation et surtout l'éducation. Le virage inclusif, aujourd'hui, je ne peux pas en parler du côté éducation nationale. Mais par contre, du côté établissements médico-sociaux comme les IME, les IMPRO ou les ITEP, les associations sont aujourd'hui en train de signer des contrats d'objectifs et de moyens. Ces contrats d'objectifs et de moyens signés avec les ARS et avec les conseils départementaux sont la feuille de route avec les obligations du virage inclusif à 5 ans, pas à 10 ans. Donc, pour nous, il s'agit en grande partie sur les établissements médico-sociaux enfance de transformer, et c'est normal, 50% des places en places d'accueil en CESAD, c'est-à-dire des services d'accompagnement vers le milieu ordinaire, au domicile des parents, autour de la scolarisation. Mais pour ce faire, il faut que, en face, nous ayons des classes de proximité qui puissent accueillir les enfants. Mais nous, nos objectifs sont à 5 ans. Voilà. Merci pour cette information. C'est vrai qu'on n'avait pas évoqué ce point dans le débat. Je vais me tourner vers M. Sartier peut-être et M. Malzieu qui ont peut-être quelques mots à dire en conclusion de ce débat. En tout cas, merci à tous. Comme on pouvait l'imaginer, c'est très inspirant. En même temps, il y a encore beaucoup de difficultés. Enfin, je pense au secteur du spectacle vivant. Avant qu'on y arrive, il y a ce que vous avez évoqué de rendre la culture accessible, mais pas que ça. C'est de permettre à tous les artistes professionnels de pouvoir exercer leur métier dans les meilleures des manières. Et ce que vous nous avez montré montre qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et c'est pas que l'entreprise, parce que le secteur vivant est très compliqué en organisation. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Sur le cas psychique, on l'a vu, voilà, on est encore loin du compte sur les représentations, sur le permet de faire en sorte que finalement, ce que vous avez évoqué est scandaleux d'une certaine manière, de se dire il faut pouvoir prouver qu'on est handicapé. C'est pas normal. Donc il y a quand même énormément de choses à faire et encore beaucoup de travaux devant nous, et en même temps beaucoup d'inspiration, beaucoup de choses qui sont facilement faisables d'une certaine manière, avec un peu d'impulsion et de management. On peut aller beaucoup plus loin qu'on ne le fait aujourd'hui, et puis pas de se limiter à dire oulala c'est compliqué. En fait, il faut vraiment y aller. Si je fais court, il faut vraiment y aller, et à ce moment-là, on trouve assez facilement des solutions. Merci, je crois qu'on va conclure là-dessus. C'est vrai qu'on l'a vu, il y a quelques avancées, mais le chemin est long, il y a beaucoup de chantiers encore, mais effectivement, il ne faut pas baisser les bras. Et voilà, en tout cas, je vous remercie. Merci à tous.